Bonjour à tous et toutes. On est réunis ce matin pour évoquer, dans le cadre de notre dispositif de communication, des webinaires du matin, justement, les questions relatives au foncier économique. Alors, l'établissement public foncier de Normandie a décidé cette année de mettre en place un format accessible des cours à travers ces webinaires pour faire connaître ses actions et puis pour partager ses retours d'expérience. C'était une demande de nos partenaires. Et c'est le deuxième webinaire qui est organisé aujourd'hui. Le premier, pour ceux qui avaient pu y participer, avait été organisé autour des interventions foncières dans le contexte du recul du trait de côte. Alors ce matin, nous sommes réunis pour évoquer la question du foncier économique. Alors, avant de rentrer directement dans le contenu même de ce webinaire, quelques règles habituelles que je dois vous rappeler pour permettre effectivement des échanges, le cas échéant, pendant ces présentations. Alors, la première, c'est que vous allez pouvoir poser des questions si vous le souhaitez en utilisant le module Q&A, questions et réponses, ce qui est en haut de votre écran. Et puis, la seconde, c'est que vous pouvez faire part de vos remarques, des problèmes techniques, parce que malheureusement, ils peuvent arriver, en utilisant l'outil conversation. Bien sûr, nous veillerons à ce que les micros et les caméras soient coupés parce que ça peut sinon parasiter effectivement les présentations, mais surtout, ne vous censurez pas et n'hésitez pas effectivement à nous poser des questions. Alors, si j'en viens à présent à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, la question du foncier économique et plus précisément de la réindustrialisation est désormais, vous le savez, sur toutes les lèvres. C'est devenu un sujet d'actualité premier dans notre pays. Alors, le Covid, au moment de quand il est apparu, et des effets qu'il a pu effectivement, des impacts qu'il a pu avoir sur notre pays, a vraiment révélé des questions de souveraineté industrielle, en particulier autour des produits de santé, alors des masques que nous remettons aujourd'hui, mais aussi effectivement des médicaments. Et ça a été effectivement à ce moment-là remise en question sur quelle devait être la place de l'industrie dans notre pays. Alors tout ça a débouché, après plusieurs étapes, sur la commande d'une stratégie de mobilisation du foncier industriel à M. le préfet Roland Rouchel-Blaisot, qui avait en charge effectivement à l'Agence nationale de cohésion des territoires les programmes d'Action cœur de ville. Et donc, il a rendu son rapport à l'été. Et dans ce rapport, il identifie effectivement comment pouvoir augmenter de 2 points la part de l'industrie dans le PIB français, ce qui était l'objectif de réindustrialisation, à travers la mobilisation de 22 000 hectares de foncier qui sont nécessaires à l'horizon 2130. Alors, comment le faire? Bien sûr, par de la densification, et vous verrez qu'on y reviendra à travers les présentations qui sont faites, par de la réhabilitation de friches. C'est là aussi une manière d'intervenir sur le foncier qui est très prégnante à l'établissement public foncier, puisque nous sommes depuis déjà une trentaine d'années très impliqués sur la question des friches et sur ces réhabilitations, et nous avons mis en place des compétences progressives qui nous ont conduit à être un des premiers opérateurs en Normandie sur cette question-là. Et puis avec aussi des recours à l'artificialisation, bien sûr, dans un contexte de ZAN, zéro artificialisation nette, qui vise dans tous les cas à limiter cette artificialisation et qui se traduit aussi déjà par une concurrence entre les usages du foncier pour à la fois du logement, mais aussi des équipements, et enfin, comme on l'a dit, comme on va le voir aujourd'hui, sur l'activité économique.
Alors, ce défi se met en place à travers le projet de loi Industrie verte qui a fait le constat de cette désindustrialisation de notre pays, hein, qui avait été portée par des visions qui sont aujourd'hui fortement remises en question, hein, sur un pays sans suicide. Et puis aussi avec le besoin d'accompagner cette réindustrialisation d'une très forte décarbonation qui est nécessaire dans le cadre du changement climatique. L'idée, c'est véritablement, dans ce texte, de faire de la France le leader de l'industrie verte en Europe, avec 4 leviers pour atteindre cet objectif: faciliter et accélérer l'implantation de sites industriels en France. Et on revient, on a vraiment le souhait exprimé au plus haut niveau, de retrouver ce leadership de la France, mais qui se traduit déjà par de nombreuses installations industrielles déjà dans notre pays, mais aussi sur la nécessité de financer, de favoriser et de former. Alors, je peux rappeler ici aussi que, parce que parfois l'histoire et en tout cas les acteurs font des tendances, c'est important de constater que c'est notre ancienne vice-présidente, première vice-présidente, Agnès Sivasbach, qui a été effectivement rapporteur de la loi et qui donc effectivement connaissait ces questions à travers aussi le prisme de son rôle d'administrateur à l'établissement, au-delà bien sûr de ses fonctions électives sur le territoire de Fécamp. Alors, bien sûr, c'était sur la facilitation que le PF va se positionner à travers, bien sûr, il y a la nécessité de trouver les 50 sites qui vont permettre d'accueillir des implantations dans des volumes importants, mais aussi dépolluer les friches industrielles. Et j'ai évoqué ce sujet-là, qui est un sujet premier pour nous. C'est aussi comment on accélère la réindustrialisation des territoires, avec la volonté aussi de diviser par 2 les délais d'implantation industrielle. Alors là, on a engagé un certain nombre d'actions, hein, qui visent effectivement à voir comment on peut anticiper, parce que une des pistes fortes sur laquelle on doit se positionner, c'est bien entendu l'anticipation, la préparation de ces sites, parce que on le dira ensemble, mais l'enjeu, c'est de disposer de foncier disponible immédiatement, alors qu'on est plutôt dans des logiques jusqu'ici de préparer du foncier pour des utilisations ultérieures, mais des utilisations ultérieures qui vont prendre effectivement un certain délai à se mettre en œuvre. On voit comment on travaille là-dessus. Et puis, dans la facilitation de ce que propose la loi, c'est effectivement de créer des procédures exceptionnelles pour les projets d'intérêt national majeur. Et enfin, mais on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui, même si c'est de favoriser le recyclage des déchets industriels. Alors, si on en vient plus précisément à la Normandie, on est dans une région qui est historiquement industrielle, même si effectivement on n'a pas toujours cette image immédiate de la Normandie, puisque quand on regarde la part du secteur industriel dans l'emploi, on voit que, alors qu'il est autour de 11%, un peu plus de 11% en France, en Normandie, il atteint presque les 16%. Ce qui effectivement se construit sur une histoire industrielle marquée, hein, autour en particulier des filatures, si on remonte au 19e siècle, mais aussi ensuite sur l'industrie automobile, sur l'énergie et aujourd'hui sur la pharmacie, et d'autres secteurs, l'agroalimentaire, dont on parle ici, mais qui est très marquant aussi sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie. Alors l'EPF a de nombreuses expériences de production, de transformation des friches industrielles, mais avec cette dynamique qui se met en place, on tente effectivement d'accompagner les territoires avec de nouvelles méthodes, de nouveaux dispositifs et de nouveaux types d'interventions dont on va vous parler ensemble. Alors aujourd'hui, on a demandé à 2 grands témoins de venir présenter. Alors, je les remercie déjà, hein, de venir présenter les travaux qui ont pu être réalisés en partenariat avec l'EPF sur à la fois. Alors, le premier, c'est Arnaud Florentin, qui est directeur associé à Utopie. On avait dès 2019 engagé avec Utopie
un travail original qui visait à mieux comprendre, grâce au modèle développé par Utopie, la manière dont les territoires se développent en tout cas des dispositifs productifs, et comment est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur ces modèles pour leur faire rencontrer les besoins fonciers, les besoins et l'offre foncière, et essayer de voir comment, dans ce cadre-là, on va pouvoir effectivement faire en sorte que le foncier rencontre des besoins industriels et que les besoins industriels rencontrent aussi les offres foncières qui peuvent se mettre en place. Mais Arnaud Florentin en parlera bien mieux que moi. Et puis, la seconde présentation reviendra à Emmanuel Renard. Emmanuel Renard est vice-président à Caen-la-Mer en charge de l'aménagement du territoire, des ZAC et du foncier. Il est aussi administrateur de l'établissement public foncier et il a accompagné l'étude de stratégie foncière économique qui a mené l'établissement public foncier depuis maintenant près de 2 ans sur le territoire de Caen-la-Mer. Ensuite, on présentera des réponses opérationnelles apportées par l'EPF, et c'est Fabien Mancel et Jean-Baptiste Bisson qui feront des présentations qui visent effectivement à vous présenter de manière un peu plus concrète et plus effective, même si les présentations de nos invités le seront aussi. Comment est-ce que, de façon plus large, l'EPF intervient sur ces questions-là en Normandie? Voilà, je passe à présent la parole à Arnaud Florentin pour son premier témoignage. Bonjour, bonjour Gilles, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc enchanté, je m'appelle Arnaud Florentin. Donc, comme le disait Gilles à l'instant, je suis directeur associé du cabinet Utopie et ça fait un certain nombre d'années qu'on accompagne l'EPF Normandie dans la réflexion autour de l'anticipation du foncier économique, mais plus globalement du développement économique des territoires. Alors, ce qui est assez intéressant dans la problématique du foncier économique, c'est que ça soulève plein de questions, dont Gilles a parlé à l'instant, autour de la réindustrialisation, l'industrie verte, de la transition, de l'adaptation climatique. En fait, en toile de fond, derrière tout ça, il y a un sujet majeur, qui est celui de la diversification productive de nos territoires. L'enjeu derrière la réindustrialisation, certes, la crise Covid a soulevé des enjeux de souveraineté, mais il y a des enjeux beaucoup plus importants. Et réindustrialiser nos territoires, c'est les diversifier. Parce qu'en fait, la diversité, c'est un peu comme dans une forêt, c'est le système immunitaire de notre économie. Et on a aujourd'hui des territoires, notamment sur les écosystèmes productifs, qui sont beaucoup trop spécialisés. On a beaucoup trop spécialisé nos économies. Et derrière la réindustrialisation, il y a cet enjeu de ramener et d'avoir un panachage d'activités beaucoup plus important pour plusieurs raisons. Si vous avez de la diversité économique, vous avez plus de solutions, plus d'options, plus de plasticité, et donc vous pouvez faire les choses plus facilement en matière de transition, et vous êtes aussi en capacité de faire face davantage à des chocs, puisque vous avez plus d'options en cas de choc. Plus d'options, ça permet notamment d'avoir un circuit économique local plus important, un peu comme dans un flipper où vous auriez davantage d'artifices qui vous permet de garder la bille d'ailleurs, le plus longtemps possible dans le flipper. Plus de solutions, c'est comme dans un jeu de Scrabble, avoir plus de lettres. Et avec plus de lettres, vous pouvez composer plus de mots, et notamment des mots complexes. Et donc, ça permet aussi au territoire d'être en capacité d'innover, d'avoir davantage de solutions pour exporter des biens demain qui sont beaucoup plus complexes. La balance commerciale française est aujourd'hui en déficit parce qu'on a une difficulté aujourd'hui à se diversifier dans l'économie française. On a perdu des lettres dans notre jeu de Scrabble et on a du mal aujourd'hui à proposer des biens à l'exportation qui soient suffisamment complexes. La diversité, et ça c'est très important puisque c'est le lien avec l'industrie verte, ça permet des solutions et ça rebooste l'écologie industrielle. Si vous reprenez tous les sites emblématiques d'écologie industrielle dans le monde, ce sont des lieux, des endroits qui sont extrêmement diversifiés. Ça permet presque spontanément de faire émerger des synergies et des symbioses industrielles. La diversité, ça permet aussi d'avoir une diversité de déchets, donc de faciliter l'émergence de hubs circulaires locaux. La diversité, ça permet aussi d'avoir une diversité d'activités qui vous permet, par exemple, d'aller du champ à l'assiette, donc d'avoir davantage de résilience alimentaire. 95% de ce qu'on mange
sont des produits transformés. Donc, il ne suffit pas d'avoir une agriculture diversifiée. Il faut aussi avoir des entreprises qui sachent transformer, faire des intrants, voire même du packaging, etc. Donc, la résilience alimentaire, ça passera par une diversité. La diversité industrielle, c'est aussi réduire les fractures territoriales, hein. Il y a une très forte corrélation entre la spécialisation des territoires et certains votes extrêmes. Et d'ailleurs, les territoires qui ont la plus grande diversité industrielle sont des territoires qui n'ont pas connu les gilets jaunes. Prenez les territoires de Cholet-Mauges, c'est un des territoires les plus égalitaires de France. Vous avez une très grande variété d'activités, n'ont pas connu les gilets jaunes. Et ça permet surtout, je le disais à l'instant, de faire face à des chocs. On l'a vu pendant la crise Covid, les territoires qui avaient une grande diversité d'activités étaient en capacité d'avoir une grande variété d'options pour faire face à des chocs et se réorienter, trouver des fournisseurs à proximité, trouver des nouveaux débouchés. Voilà, ça, c'est cet enjeu de l'agilité. Et donc, derrière la réindustrialisation, il y a cette problématique de la diversification comme objectif. Mais la diversification, slide suivante, s'il te plaît, Marine, c'est aussi un moyen. Parce que finalement, dans la question qui est posée à l'EPF, c'est celle de aidez-nous à prévoir le foncier de demain. Donc, vous avez un enjeu d'anticipation. C'est quand même pas évident de se dire quelles seront les activités industrielles qui seront présentes dans 5 ou 10 ans. Pour se réassurer, pour arriver à les anticiper au mieux, il y a une solution qui est assez simple et qui est d'ailleurs qu'on retrouve dans toutes les récentes études économiques qui montrent que finalement, la probabilité pour qu'un secteur émerge sur un territoire ou s'y implante, c'est qu'il puisse trouver énormément de parenté, de synergie avec ce qui existe déjà, avec les savoir-faire du territoire, savoir-faire technique, les compétences, les matériaux, les ressources, les bioressources. Il n'y a pas de hasard, on ne part jamais d'une feuille blanche. Et on part d'ailleurs un peu de nous, de forêt productive. Un territoire se développe par ramification. Et donc, si vous voulez finalement être en capacité d'anticiper au mieux quelles seront les activités qui seront là demain, c'est de cartographier le patrimoine productif d'un territoire, de cartographier ce que vous savez déjà faire. Ça vous permettra d'évaluer au mieux la probabilité des secteurs, en tout cas, qui auront la plus forte probabilité de s'implanter demain. Et c'est ce que l'on a fait en fait avec le PEF, c'est qu'on a fait un premier travail d'identification des secteurs d'activité à la maille régionale, mais aussi à des mailles même à des mailles de type PCI, et on reviendra plus tard même à des plus petites mailles géographiques. On a évalué la capacité d'un territoire à attirer des investisseurs parce qu'en fait, ils ont des synergies, des parentés à leur offrir. Et donc, on a vraiment dressé une shortlist par territoire de secteurs cibles et de secteurs, en tout cas, qui ont la plus forte probabilité de s'implanter. Ça permet vraiment d'anticiper au mieux le travail du foncier. Donc, c'est ce que l'on a fait. Et dans un troisième temps, on a cartographié ces parentés, ces synergies. Donc, c'est la slide suivante, s'il te plaît. Où finalement, pour chaque secteur d'activité, donc on a traité à peu près 250 secteurs productifs. C'est grosso modo les 250 codes APE de la nomenclature INSEE qui correspondent à des secteurs industriels. On a cartographié sur tous les territoires normands la probabilité que chaque territoire puisse offrir des synergies à un investisseur potentiel. C'est autant d'éléments pour se réassurer, pour se dire, ah oui, là, effectivement, sur ce territoire-là, on aura tel et tel type d'investisseurs. Donc, on a identifié des secteurs et on a cartographié la probabilité qu'ils puissent trouver une synergie. Donc, en fait, on a à chaque établissement déjà présent sur le territoire, la région Normandie, on a identifié la probabilité que chaque établissement, entreprise locale déjà existante, puisse proposer ou développer des synergies avec un investisseur dans 250 secteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré à la plateforme Okara de l'EPF Normandie et qui permet finalement, donc on a finalement injecté une couche d'analyse économique à la plateforme foncière qui existe déjà. Et on arrive finalement en croisant les deux couches, je crois que c'est la slide suivante, en croisant les deux couches, on a pu arriver à un travail très intéressant. Vous avez la couche du foncier, donc c'est l'expertise historique de l'EPF. On a aussi les opportunités de densification, d'artificialisation, les opportunités et les friches également. Donc on a un peu les ressources foncières. Et par-dessus, on a ajouté une couche d'analyse économique qui permet d'évaluer les synergies et la possibilité d'implanter chaque secteur
sur ces territoires. Et finalement, vous avez deux couches qui se superposent et qui permettent de dire, effectivement, dans telle zone géographique, on pourrait implanter plus facilement que dans un autre territoire ce type d'activité, et voilà les ressources foncières qui sont à disposition. Donc on superpose les deux. Donc nous, on a apporté l'expertise économique qui a été importée dans la plateforme foncière, et finalement, le travail foncier est rendu beaucoup plus facile avec cette expertise économique qui a été intégrée par l'EPF Normandie, donc qui a été intégrée dans les équipes, qui a été intégrée dans la plateforme et qui a été testée. Donc là, c'est ce que vous voyez en dessous la slide, qui a été testée sur 2 territoires, notamment, qui étaient partenaires, donc la communauté d'agglomération Seine-Eure et l'Intercom de Bernay, Terre de Normandie, où en fait, on est aujourd'hui en capacité, enfin, l'EPF est en capacité de pouvoir faire de l'accompagnement sur du foncier économique en incorporant un outil de prévision des activités qui auront la plus forte probabilité de s'implanter sur le territoire. Donc là, on dispose vraiment d'un outil de réindustrialisation. Peut-être que Gilles ou l'équipe veut compléter cette slide. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation. Donc en effet, il s'agit de 2 outils cartographiques que nous avons bâtis sur notre système Okara qui permettent de superposer 2 couches. Donc la couche produite par les données Utopie et par le recensement des friches que l'EPF est en cours d'élaboration à l'échelle régionale en partenariat avec la région Normandie et l'État. Donc il s'agit pour nous, EPF, et pour les collectivités, d'acquérir de pleines compétences sur le champ du foncier économique et de pouvoir l'utiliser dans le cadre de futures études de stratégie foncière orientée économique, et notamment sur la communauté de communes de Lyon-Sandel et sur la communauté d'agglomération de Lisieux, pour lequel nous envisageons d'entamer des études de stratégie dans les prochaines semaines. Voilà, donc ce qui m'amène à poursuivre, et merci Arnaud pour la présentation et pour tout le travail que nous avons mené conjointement pour concevoir cette méthodologie. Pour rappel, il s'agit d'une méthodologie qui s'est construite de manière expérimentale, qui est assez unique également, qui s'appuyait sur les éléments de connaissance de 2 territoires, en l'occurrence donc la communauté d'agglomération Seine-Eure et l'Interco de Bernay, Terre de Normandie, que nous remercions également. Donc l'idée était pour l'EPF de s'approprier de nouvelles compétences sur le champ du foncier économique, qui était jusqu'alors un domaine pour lequel nous connaissions moins comment les acteurs économiques, les entreprises intervenaient sur le foncier, d'autant qu'aujourd'hui, les collectivités nous sollicitent de plus en plus pour mener des études de stratégie foncière orientées vers le développement économique. Cette démarche avec Utopie va nous permettre de pouvoir accompagner de manière plus pertinente les collectivités, et notamment lors de l'élaboration d'une stratégie foncière orientée vers l'économie. Cette expertise d'anticipation foncière des activités productives a donc pour objet de venir faciliter, alimenter l'établissement d'une stratégie foncière, au même titre que les stratégies ou encore les schémas de développement économique que certaines collectivités se dotent ou se sont dotées. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc on va pouvoir utiliser cette méthodologie prochainement au service d'études de stratégie foncière sur la communauté de communes de Lyon-Sandel et sur la communauté d'agglomération de Lisieux. Alors, les études de stratégie foncière que nous menons au sein de l'EPF ont vocation à répondre à différentes questions, notamment où produire le foncier nécessaire pour le développement économique, quelles sont les actions pour mobiliser ces terrains et à quel moment mener ces actions. On voit bien que ces études répondent à des enjeux de spatialisation, mais également à des enjeux de temporalité, le temps et également les espaces. Globalement, aujourd'hui, l'EPF mène généralement 5 études de stratégie foncière de manière active durant une année. Ces études
ont une durée assez différente d'un territoire à l'autre et par rapport à leurs enjeux. Ce sont des études qui peuvent être menées entre 6 mois à 18 mois. Et la convention de partenariat que nous avons avec la région Normandie encourage ce type de démarche et participe notamment à son financement. Au niveau de ces études, et notamment sur cette diapositive, vous pouvez visualiser de manière schématique le déroulé d'une étude de stratégie foncière qui se structure en 5 étapes. La première, il s'agit du dimensionnement des besoins. La seconde étape, c'est l'identification de l'offre foncière, avec notamment une phase de détection du foncier disponible, à travers notamment un recensement des friches, les fonciers sous-utilisés, les projets de zones d'activité économique qui sont en cours. Troisième étape, c'est de venir donc confronter ces 2 premières étapes, donc les besoins et l'offre, donc en tenant compte des typologies de fonciers à mobiliser pour les filières économiques qui sont considérées comme étant à prioriser, notamment en tenant compte de la compatibilité de l'activité en question avec le tissu urbain, la nécessité d'être à proximité ou non des axes de transport. Donc cette étape elle est cruciale dans le cadre d'une étude de stratégie foncière puisqu'elle permet de pouvoir identifier et hiérarchiser les sites les plus stratégiques pour la collectivité. Quatrième étape, ce sont les propositions de démarche d'action foncière, c'est-à-dire les modalités de mobilisation de ces sites stratégiques. Voilà, il y a plusieurs outils qui sont possibles pour l'activer. L'évolution des documents d'urbanisme, l'instauration d'une feuille foncière, les modalités d'acquisition, notamment par l'intermédiaire de l'EPF éventuellement. Et surtout, c'est une étape qui permet d'identifier des éléments de temporalité pour sa mise en œuvre, d'avoir une feuille de route pour la collectivité. Et enfin, la dernière étape, qui est généralement on intègre dans le cadre de ces études de stratégie foncière, c'est la réalisation d'un diagnostic au sein de la collectivité sur comment la chaîne foncière est prise en compte dans son organisation et dans sa gestion au sein de la collectivité. Voilà globalement le cheminement d'une étude de stratégie foncière que nous menons donc, sur plusieurs collectivités, notamment actuellement au niveau régional. Et désormais, je vais laisser la parole à monsieur Emmanuel Renard, donc vice-président en charge de l'aménagement de l'espace, des zones d'activité concertées et du foncier de Camp-la-Mer, qui va pouvoir témoigner d'une étude de stratégie foncière orientée économie sur son territoire. Donc, avant effectivement de laisser la parole à monsieur Renard en espérant qu'il puisse se connecter, pour ma part, je voulais effectivement commencer mes propos par vous rappeler que le PF est un établissement opérationnel. Donc, je vous ai remis très simplement ce qui est dans ses statuts. Effectivement, un EPF, il est compétent pour réaliser des acquisitions foncières immobilières. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu qu'on peut rappeler, c'est que le rôle de l'EPF, c'est évidemment d'observer, de faire des études, mais bien entendu d'intervenir à vos côtés, vu qu'on sait qu'aujourd'hui la maîtrise foncière est quand même le cœur du sujet et le cœur effectivement des projets. Et bien entendu, au-delà de ces acquisitions foncières, l'EPF est aussi compétent pour réaliser ou faire réaliser des actions de nature à faciliter l'utilisation du foncier. Et donc, en ce sens, on parle effectivement des études, mais éventuellement des travaux qui permettent effectivement de trouver l'effet levier pour arriver, entre guillemets, à l'échéance opérationnelle. Donc, après, en dessous, vous avez aujourd'hui le logigramme que pour certains, effectivement, vous connaissez. En haut, on a effectivement la réflexion et le projet de la collectivité. Donc, on parle effectivement du projet de territoire, de la planification, de la stratégie foncière qui ont été effectivement développées en première partie du webinaire. Pour ma part, je voudrais effectivement vous parler des 4 piliers d'intervention de l'EPF. C'est effectivement, sa capacité à acheter, mais pour acheter, il faut aussi acheter de manière éclairée. Donc, le premier bloc, souvent, effectivement, qu'on privilégie, c'est le volet études. Le volet études, c'est quoi? C'est-à-dire, effectivement, c'est projeter un aménagement ou une volonté d'aménagement sur un foncier déterminé et s'assurer de la compatibilité.
Aujourd'hui, effectivement, on achète principalement du foncier déjà urbanisé. Donc, qui dit déjà urbanisé dit un passif. Donc, il n'est pas rare que sur des fonciers, nous ayons des problématiques de pollution des sols, de risques naturels, de bâtis en place, réutilisables ou non, ou alors, effectivement, d'un environnement déjà constitué qu'il faut intégrer. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est cette capacité d'étude pour pouvoir acheter en ingénierie foncière, entre guillemets, de manière éclairée. Enfin, le deuxième volet, j'en ai parlé, je vais voir après, c'est la capacité effectivement d'engager des travaux de recyclage pour trouver l'effet levier pour effectivement rendre le foncier, entre guillemets, acceptable pour un opérateur et donc pour un projet. Et enfin, le dernier pilier, très simplement, c'est la cession, où effectivement l'EPF a un rôle de portage intermédiaire, donc on doit évidemment céder pour un projet. On ne fait pas de portage pour faire du portage. Désormais, si on peut juste avancer, je vais vous détailler très rapidement effectivement ces quatre piliers, et puis après effectivement revenir à notre sujet plus spécifiquement sur le foncier économique. Quand on parle d'acquisition aujourd'hui, l'EPF effectivement est entre guillemets à la tâche des collectivités pour répondre à leur volonté de pouvoir constituer des réserves foncières, et pour ça, l'ingénierie foncière que certains connaissent bien, elle peut être apportée pleinement par l'EPF qui assure les négociations amiables et, le cas échéant, on met en œuvre des procédures pour pouvoir accéder au foncier, donc y compris des plus coercitives, avec le droit de préemption qui est en réponse aujourd'hui à de la veille, un droit de priorité, mais aussi effectivement sous déclaration d'utilité publique pour les projets les plus en jeu. Je rappelle simplement aujourd'hui que la durée de portage est le principe de 5 ans aujourd'hui, on peut allonger la durée de portage, mais motiver dans la perspective du projet, qu'à ce stade, que le taux d'actualisation est de 0% sur les 5 premières années et de 1% au-delà de la 5e année. S'agissant des chiffres, quand même, c'est important effectivement de repositionner. L'EPF en 2022, c'est 90 actes. Et ce qui est important aussi, c'est que sur 90, on a 43 qui concernent du développement économique. Donc, c'est quand même pas neutre. À l'échelle de Normandie, c'est 71 hectares qui ont été achetés pour 16 millions d'euros, dont environ 8 dédiés à des projets de réindustrialisation, sachant que dans activité économique, on intègre également tous les services et aussi les projets des collectivités publiques. Désormais, effectivement, avant l'acquisition ou alors après, lorsque effectivement on est sur un enjeu tellement stratégique, on viendra illustrer par un exemple, l'EPF a su décliner son ingénierie d'études à toutes les échelles. Donc la stratégie foncière économique, on en a parlé, ou foncière plus généralement. Cette capacité aujourd'hui à travailler à l'échelle de bourgs, à l'échelle de secteurs de gare, à l'échelle de petites centralités, à l'échelle de sites particuliers. Donc voilà, tout ce panel d'ingénierie doit permettre effectivement d'éclairer la décision des collectivités, d'acquérir et aussi de s'assurer de la faisabilité d'un projet. Le troisième pilier qui est effectivement issu de notre partenariat historique, comme les autres d'ailleurs, mais celui-ci plus particulièrement avec la région, les deux ex-régions Haute et Basse-Normandie et la région Normandie depuis 2016, c'est notre fonds friche régional qui est désormais quand même largement connu, qui nous permet effectivement à l'échelle d'un site de pouvoir démolir, désamianter des bâtiments non réutilisables, de remettre en état des terrains, dont la pollution des sols, qui est un enjeu fort pour permettre les usages futurs, d'accompagner évidemment les temps d'attente et sujet effectivement en pleine réponse aujourd'hui à l'actualité et donc à la mise en place effectivement du ZON et la sobriété foncière, qui est la préfiguration paysagère que l'on a aujourd'hui inscrite dans le cadre de projets de renaturation. Et d'ailleurs, vous savez effectivement que désormais, la renaturation se pris en compte durant la première période de la loi climat et résilience. Donc, on retrouve vraiment une réponse aux besoins clairs. Et évidemment, notre capacité à intervenir sur les bâtiments d'intérêt patrimoniaux qui, effectivement, aux enjeux de démolition, là, on laisse effectivement un bâtiment et on vient le conforter dans un usage et surtout lui trouver l'effet levier pour lui trouver un nouvel usage. Quelques chiffres, très simplement, 2017-2021, nous avons des conventions effectivement sur des périodes de 5 ans avec la région. C'est 210 hectares de friches qui ont été traités et près de 118 millions d'euros qui ont été affectés. Donc, on a un partenaire à 100 millions d'euros, mais par contre, on a d'autres financements qu'on vient capter, donc des financements européens ou des financements d'autres partenaires comme l'ADEME ou encore effectivement le conservateur du littoral. Sur la convention 2022-2026, c'est aujourd'hui déjà près de 43, et alors je vous parle plutôt 50 millions qui sont déjà programmés, et c'est 90 nouveaux dossiers. Et ce qui est important, c'est de voir effectivement qu'on a toujours une prédominance pour l'habitat. Néanmoins, le développement économique représente 18% des interventions et la renaturation, 15% désormais. Et je pense que ce phénomène
va devoir effectivement se confronter et s'accélérer. Enfin, le dernier pilier, c'est les cessions. Donc l'EPF, effectivement, n'a pas vocation à conserver le foncier, il le porte pour le compte d'eux, et donc il le cède. Donc, soit à la collectivité, dès lors effectivement qu'il y a effectivement cette possibilité conventionnelle, mais on peut privilégier, évidemment, s'il y a un aménageur, de tout revendre un aménageur titulaire d'une concession d'aménagement, ou alors encore un bailleur social, qui peut effectivement derrière mettre en place un projet donc désigné par la collectivité, ou dans le cadre de mise en concurrence mené par la collectivité, on peut effectivement céder directement à un opérateur désigné. En chiffres sur les cessions, en 2022, 76 cessions, et encore une fois, 25 concernaient le développement d'activités économiques, et c'est près de 56 hectares qui ont été cédés, qui représentent 16 millions, et dont 8 millions dédiés à la réindustrialisation. Désormais, je propose de revenir plus spécifiquement sur les enjeux liés au foncier économique. Aujourd'hui, les constats qu'on a pu échanger ce matin, mais qui sont aujourd'hui partagés par tous, c'est qu'on a une obsolescence du modèle actuel de consommateur d'espace. Aujourd'hui, de toute façon, c'est inscrit dans la loi, et donc le retour en arrière n'est plus possible. On a un vivier de réserves foncières, de délaissés dans l'existant à remobiliser. Donc ça, c'est un enjeu fort, y compris dans les zones d'activité. On a effectivement notre capacité à mobiliser des friches, en fait bien entendu, qui doivent apporter une réponse à ces enjeux. Toutefois, je rappelle ici la temporalité de recyclage qui est 18 à 36 mois. Aujourd'hui, effectivement, la décision d'une implantation industrielle, c'est à 6 mois. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'anticiper et j'illustrerai mes propos par des exemples. Et enfin, un dernier constat, c'est qu'on a probablement effectivement une place à retrouver de l'activité compatible avec le cœur des centralités. On le verra effectivement peut-être dans la présentation de M. Renard, mais on voit que dans les zones d'activité, il y a aussi des activités tertiaires de services qui sont compatibles aujourd'hui avec l'urbain et qui mériteraient peut-être de retrouver une place dans les centralités. Alors l'EPF, je vous disais, un outil opérationnel qui a déjà des réponses. Aujourd'hui, les réponses qu'on sait adapter, c'est effectivement la mise en place de périmètres de veille foncière, notamment sur les secteurs mutables, qui permettent, le cas échéant, de pouvoir intervenir. Voilà, c'est de la veille foncière, donc en fait, ce n'est pas automatique, mais ça permet de effectivement passer par la case effectivement maîtrise foncière. Enfin, l'EPF, évidemment, avec son dispositif régional, peut engager une dynamique avec les territoires sur le recyclage des friches. C'est important aujourd'hui d'initier du recyclage pour anticiper les besoins fonciers futurs. Et enfin, ce qui nous paraît important aussi, c'est un dialogue régulier avec les collectivités, parce que effectivement, un territoire est très effectivement mouvant, et donc du coup, on a une mobilisation ponctuelle des opportunités foncières qui sont au jour le jour, qui sont la vie effectivement de notre société. Pour illustrer mes propos, je voulais vous dire sur 4 exemples. Le premier qui est ici pour démontrer effectivement comment remobiliser des espaces aujourd'hui, donc soit constitués de réserves foncières par des grands industriels ou alors des délaissés. Nous sommes ici sur le site de PSA à Mondeville, effectivement sur le territoire de Caen-la-Mer, où l'industriel effectivement revoyait, modernisait son outil de production, donc avait ses besoins entre guillemets production constante qui était réduit en termes de taille et de surface par rapport à un outil en fait serait beaucoup plus performant, et par ailleurs avait constitué une réserve foncière pour des besoins comme souvent d'extension, que l'on voit d'ailleurs bien sur les photographies, où vous avez les emprises, entre guillemets, des bâtiments démolis, et après, vous voyez les réserves foncières qui aujourd'hui étaient enherbées. Et donc, l'idée, ça a été effectivement, à la demande de Caen-la-Mer, de pouvoir intervenir et donc acquérir ce foncier, donc d'une part les délaissés, mais aussi les réserves foncières, pour répondre aux besoins aujourd'hui de la collectivité. Donc, quand même, en quelques chiffres, c'est près de 40 hectares. Donc, l'EPF a été l'arme au pied pour acheter, effectivement, aux côtés de la collectivité. Donc, c'est 7 millions qu'on a acheté en 2018. Et très vite, effectivement, on a enclenché une démarche de recyclage foncier qui s'est achevée en octobre 2020 pour près de 3 millions d'euros de travaux. Et aujourd'hui, le foncier répond à une offre locale et donc économique, vu que pour ceux qui passent devant cette emprise, devant le périphérique nord de Caen, on voit effectivement actuellement près de 10 hectares de bâtiments qui sont en train de se construire, qui vont effectivement accueillir un entrepôt de logistique. Voilà le premier exemple. Le deuxième, c'est ici, nous partons sur une feuille blanche avec effectivement le site Cinram à Louviers. Positionné en entrée de ville, les élus effectivement ont demandé à l'EPF d'acquérir ce bien en considérant effectivement qu'il était stratégique
Et donc, il fallait effectivement aller construire le projet de manière itérative. Donc là, nous avons commencé par racheter le bien en 2014 pour 3,6 millions et donc accompagner la collectivité à pouvoir alimenter sa réflexion et ses intentions de projet. Donc c'est une étude urbaine qu'on réalise sur un an et demi, qui a permis à l'époque d'aller confronter et donc conforter des enjeux programmatiques avec effectivement la volonté d'avoir une pépinière, d'avoir de l'activité économique, d'avoir un espace de coworking et un espace des congrès. Ce qui est atypique de ce dossier-là, c'est que très vite, on a une dynamique positive. Et donc, dès 2017, fin 2016, on a effectivement autorisé un usage transitoire puis une cession partielle sur le premier coworking qui avait été effectivement constitué et qui demeure sur le site et qui a permis, entre guillemets, d'amorcer la mutation. Après, l'EPF a pu déployer en 2017 jusqu'en 2019 ses outils de recyclage foncier, toujours cofinancés avec la région, pour près d'1 million. Et enfin, revendre le site progressivement. Et aujourd'hui, le site est en pleine évolution. Hermès, effectivement, a ouvert son unité de production fin 2022, qui a créé environ 250 emplois. Et aujourd'hui, on a le hub, la pépinière, et donc tous les éléments programmatiques qui aujourd'hui sont en place. Et enfin, pour terminer mes propos, deux exemples qui sont, à mon sens, effectivement, préfigurateurs des modèles d'intervention de demain sur le foncier économique. Néanmoins, aujourd'hui, nous répondons à une logique d'opportunité. Le premier site, c'est Coutances, donc sur deux activités. Donc, c'est le site Rogno, qui aujourd'hui est implanté, une entreprise effectivement qui fabrique et monte des carrosseries sur des châssis de camions. Et dont l'outil aujourd'hui industriel ne répond plus totalement à ses besoins et donc souhaite effectivement sur le territoire. Et donc actuellement, et je crois effectivement que de mémoire, le site a été inauguré la semaine dernière, il s'est réimplanté donc sur la zone d'activité et donc va libérer ce foncier. Donc l'opportunité foncière pour la collectivité, c'est d'acquérir près d'1,5 hectare, de pouvoir démolir avec l'EPF l'outil productif aujourd'hui qui n'est pas réutilisable, qui sera prévu effectivement en 2024 pour avoir une vraie réponse, une vraie offre économique prête à l'emploi, entre guillemets, dans un tissu déjà constitué le plus rapidement possible. Le deuxième exemple, qui est sur la même illustration, c'est effectivement le site Saint-Léonard, donc sur les hauteurs de Fécamp, donc un bâtiment qu'on avait acheté historiquement avec la collectivité, où on s'interrogeait pour le reconvertir. Et donc, ce bâtiment est venu rencontrer tout dernièrement une intention effectivement de projet d'un industriel avec effectivement la SEM régionale qui portait ce projet-là. Et donc, on a accéléré tout le calendrier. Et donc, on avait acheté ce bien. Donc, ce n'est pas en 2023, c'était en 2017. Et on intervient actuellement pour libérer le foncier fin 2023 et donc répondre aujourd'hui à un prospect et à la réinventation d'économie. Donc, pour conclure, je pense effectivement que tous ces exemples aujourd'hui vous montrent que intervenir dans le tissu existant, on sait faire. Toutefois, il faut clairement anticiper si on veut être sobre demain pour effectivement que le temps de ce recyclage soit une partie des réponses aux besoins économiques de demain. En tout cas, l'EPF est à l'écoute des territoires et vraiment l'arme au pied sur ce sujet-là. Merci Jean-Baptiste. Donc, on va pouvoir, je pense, Emmanuel Renard va pouvoir intervenir et en nous excusant encore de cette difficulté technique qui, effectivement, j'espère ont été résolue. Je lui laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, merci. C'est magnifique, merci infiniment. En fait, ça a été une leçon d'humilité, parce que j'ai été obligé de venir dans le bureau de la responsable du service foncier de Caen-la-Mer pour pouvoir utiliser son PC. Voilà, quand un élu veut travailler tout seul, il n'y arrive pas. Bonjour à toutes et à tous, et merci Gilles de m'avoir invité à témoigner sur effectivement cette étude foncière qu'on a menée voilà, sous conduite de l'EPFN avec l'aide de la région, qui était une étude vraiment fondamentale pour nous parce qu'elle a servi à nourrir, elle était faite un peu conjointement avec notre démarche de projet de territoire. Et puis évidemment, on s'en sert beaucoup, vraiment de manière très efficace dans l'élaboration de notre PLUI HM actuel, mais j'en dirai un mot dans 2 secondes. Peut-être vous redire, enfin beaucoup le connaissent, mais quelques caractéristiques sur le territoire de Caen-la-Mer, hein, qui évidemment bénéficie d'une attractivité résidentielle et économique forte depuis plus de 20 ans, avec croissance démographique, croissance du nombre d'emplois. Notre territoire a quelques grandes caractéristiques
caractéristiques. On a quand même une bande littorale, on a la présence de l'eau qui est importante, des axes structurants assez forts qui maillent le territoire, mais surtout, c'est que 60% de l'espace de Camp-la-Mer, c'est de l'espace agricole, hein, donc qui est encore très, très prégnant sur notre territoire, évidemment. Il convient aussi de le protéger. On a eu, toutes ces 40 dernières années, évidemment, une croissance urbaine avec des phénomènes d'étalement urbain extrêmement fortes, hein, et comme sur beaucoup d'autres territoires, plutôt un centre-ville et même un creux urbain, en tout cas, qui souffrait un petit peu plus du point de vue démographique, au bénéfice évidemment de la première, deuxième et troisième couronne. Et puis, on a une concentration quand même des gros emplois économiques et industriels plutôt sur le nord et l'est du territoire. Voilà, vous avez ici la typologie, en tout cas, de la structuration urbaine de Camp-la-Mer qu'on est en train de retravailler, de revisiter dans le cadre du PLUiHM. Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc je le disais, hein, étalement urbain, c'est vraiment ce qui a caractérisé ça. On a souhaité, dans le cadre du projet de territoire, et c'est réaffirmé dans le PLUiHM comme une des lignes de force du PADD, d'arrêter en fait ce type de développement pour retravailler sur des pôles de centralité et développer aussi les mixités de fonctions, en tout cas d'essayer de rééquilibrer la structuration urbaine de notre territoire. On a aussi évidemment travaillé depuis déjà quelques années sur la question du renouvellement urbain, plutôt sur la question de l'habitat, même s'il y a eu déjà quelques opérations en matière économique. Et puis, on a donc lancé cette stratégie foncière qui était vraiment, enfin moi j'encourage tous mes collègues élus, hein, et les territoires vraiment à se doter de cet outil-là. C'est fondamental. Enfin, aujourd'hui, le foncier est au cœur de toutes nos politiques locales. Il faut absolument qu'on ait à la fois des éléments de connaissance. Donc il y a un apport là de connaissances qui est très fort, hein. L'étude nous a permis de comprendre, de connaître des choses et d'obtenir des données que nous n'avions pas. Et puis de nous engager en tout cas dans des vraies réflexions qui vont nous permettre aussi après d'agir sur la mobilité, sur l'habitat, sur l'économie. On avait un besoin d'identification donc de nos besoins, enfin les besoins on les connaissait plutôt, mais c'était surtout d'identifier la ressource foncière, hein, pour pouvoir voir comment on pourrait répondre à nos différents besoins. Ça a été évoqué. Je l'évoquais tout à l'heure, hein, on est actuellement dans la phase de réalisation en fait de notre plan local d'urbanisme intercommunal que nous avons souhaité être aussi HM, c'est-à-dire habitat et mobilité, pour vraiment avoir une cohérence à la fois stratégique et opérationnelle. Je crois qu'on ne peut pas séparer les trois. Il y a des enjeux de cohérence qui sont extrêmement forts. Voilà, on partait d'une vingtaine de PLU, hein, on va arriver à un seul. Donc on a acté le PADD et puis on rentre un peu dans la phase opérationnelle. On peut passer à la slide suivante. On a effectivement, alors là vous avez dans cette diapo, tout à l'heure le premier témoin évoquait la diversification du tissu économique qui était un atout. C'est un peu notre atout aussi sur ce territoire, qu'on a un tissu économique plutôt diversifié, hein, assez équilibré, qui reste dynamique. On a une offre conséquente de zones d'activité. Je crois que de mémoire on doit avoir à peu près 90 zones d'activité sur l'ensemble du territoire, alors de petites à des plus grosses, qui sont évidemment hétérogènes, hein, beaucoup d'anciennes, peu qualifiées, plus ou moins densifiées. On le verra tout à l'heure, on a un tissu industriel, hein, mais on est quand même essentiellement axé sur la question du tertiaire, puisqu'on est le premier pôle tertiaire, en tout cas de Normandie, sur Camp-la-Mer. Dans l'analyse qui a été faite sur les zones d'activité de Camp-la-Mer entre 2010 et 2019, alors c'est assez intéressant, hein, par rapport voilà, à la répartition en tout cas de la surface. 20% seulement de l'activité essentielle à l'entreprise occupe la surface, hein. On a 44% de la surface non utilisée, alors en espace vert, en réserve foncière, en stockage, etc. Et puis on a à peu près 16% sur le stationnement. On avait, nous, dans nos cahiers des charges, il y a quelques années, mais relativement récemment, on a souhaité imposer en fait un taux de constructibilité en fait de
30% de la surface, voilà, de la parcelle. C'est-à-dire qu'on n'acceptait pas les projets qui étaient inférieurs à 30%. Ça a fait grincer quelques dents, et pourtant ce n'est que 30%. Après, on peut comprendre les interrogations et les stratégies des entreprises, ce qui montrera aussi que dans la question de traiter le foncier économique, il y a un enjeu de dialogue constant, permanent avec les chefs d'entreprise, voilà, pour leur faire comprendre aussi et s'approprier les enjeux. On a eu l'occasion d'avoir différentes réunions avec les consulaires, avec les chefs d'entreprise, mais on sent que ça matche plutôt pas mal. Enfin, ils sont pas aveugles, hein, ni sourds, hein, donc ils comprennent aussi les enjeux auxquels on est tous confrontés et eux-mêmes commencent à réfléchir à des solutions un peu nouvelles dans leur bâti, dans leur immobilier, dans leur stratégie d'implantation pour prendre en compte cet enjeu, en tout cas du foncier et donc des surfaces. On peut passer à l'autre slide. Merci. Oui, bah, cette slide confirme ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire dans les types d'activités dominantes, hein, par rapport à la surface consommée en hectares, mais ça traduit bien ce que l'on est, hein. 33% en services de proximité, 8% en enseignes commerciales restauration, 3% en loisirs, culture, tourisme, donc ça fait 8, 9, 10, 11, 44%. Non, je dois me tromper. Non, oui, c'est ça, 44%, qui sont plutôt tournés vers le tertiaire. Vous voyez que sur l'industrie, on est quand même effectivement un petit peu plus faible. Donc, on a aussi, alors, on a, nous, cet enjeu, ça renvoie encore à ce qu'évoquait tout à l'heure notre premier témoin, c'est de maintenir cette diversité. Alors, on cherche quand même, parce que c'est aussi le souhait du président, de ne pas être que sur des activités de service, mais aussi de pouvoir renforcer l'industrie. Alors peut-être une industrie qui n'est pas celle dont on a bénéficié dans les années 60 et 70, hein, sur de la déconcentration, sur les grosses entreprises d'automobile, etc. D'être plus sur des industries un peu nouvelles, mais ça reste pour nous un enjeu fort. Donc on a cette réflexion dans les zones d'activité. Je crois qu'il faut activer en fait plusieurs leviers. Là encore, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité du dialogue avec les entreprises, parce que si on veut par exemple mutualiser des moyens, des services, du stationnement, voilà, un certain nombre en tout cas de fonctionnalités, ça ne peut se faire qu'avec, évidemment, l'accord des entreprises pour faire un peu un travail de dentelle. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et puis, donc ça, c'est plutôt sur les espaces qui peuvent être partagés, sur le commun, sur des fonctionnalités mutualisables. Et puis, inciter aussi chacun à regarder comment on peut travailler la densification des bâtiments existants. Alors, c'est vrai qu'on était plus habitué à travailler là-dessus sur la question de l'habitat. Maintenant, il faut qu'on y aille sur la question de l'économie, voilà, et que l'horizontalité, c'est quand même un peu fini. Mais on sent, en tout cas, dans ce que m'a confié mon collègue et ami Dominique Goutte, qui est VP à l'économie, c'est que dans les discussions qu'il a avec les chefs d'entreprise, y compris même avec des entreprises, par exemple, de la grande distribution, voire même aussi de la logistique, la question effectivement de la verticalité commence à être prise en compte, quoi. Et que, alors évidemment, ça les faire réfléchir et revisiter leur processus productif, hein, mais en tout cas, ils peuvent inventer des nouvelles choses. La question de la réversibilité, évidemment, se pose aussi de plus en plus. Voilà. Donc, il y a tout un travail, en tout cas, à faire autour de l'optimisation des zones d'activité économique. Et on a commencé à regarder ça aussi dans le cadre de la stratégie foncière. On peut passer à la slide suivante. Donc pour nous, alors peut-être vous donner quelques chiffres quand même pour que vous ayez aussi une idée, parce que le foncier s'inscrit en fait, le foncier économique s'inscrit dans le cadre du foncier de manière générale. Sur la décennie, la dernière décennie, hein, 2010-2021, on a consommé sur Caen-la-Mer environ 650 hectares. Voilà, 650 hectares avec une prédominance de l'habitat. En gros, quand on a 10 hectares, on en a 3/4 qui allaient sur l'habitat et en gros un quart sur l'économie. Donc 650 hectares sur la décennie et en termes de consommation, d'artificialisation, je ne parle pas du renouvellement, hein, je parle bien d'extension. En fonction des calculs savants qui sont en train d'être faits en ce moment entre le SRADET et le SCOT, en tout cas pour les 30 ans à venir, on aura à peu près environ 500 hectares de possibles. Donc 500 sur 30 ans,
On en a eu 650 sur 10 ans. Donc, d'ailleurs, on a aujourd'hui un arbitrage à faire aussi sur la partition en matière de consommation, sur la partition entre l'habitat et l'économie. On va en tout cas travailler plus en faveur de l'économie, on va lui donner un ratio plus important que celui qu'on a eu dans les années précédentes. Alors je dis ça parce que quand on voit sur la diapo effectivement le potentiel qui est ressorti, hein, la stratégie foncière nous a permis de travailler sur toutes les communes, d'identifier tous les sites possibles de renouvellement, tant en habitat qu'en économie, hein. Alors en habitat, c'est à partir d'un potentiel de 10 logements, et en économie, c'est à partir de surfaces supérieures à 5000 mètres carrés. Donc on a à peu près une centaine d'hectares de renouvellement possible. Donc, avec des besoins de 25 à 30 hectares par an. Donc, on est sur une consommation, effectivement, qui nous donne sur 3 ans de consommation foncière en renouvellement, sachant que le renouvellement bouge, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités de renouvellement, évidemment, qui apparaissent au fil de l'eau. Mais on est obligé, en tant que territoire, de penser dans la globalité du foncier, c'est-à-dire cette articulation et ces arbitrages entre habitat, économie, y compris aussi la question d'ailleurs de la renaturation. On a aussi évidemment des équipements et des infras, hein, qui viennent prendre aussi sur le territoire. Mais voilà, il faut qu'on soit dans cette vision globale, et qu'à l'intérieur de cette vision globale et de cette stratégie globale, on puisse effectivement travailler sur l'économie. Et sur l'économie, on a la partie effectivement classique extension, mais en tout cas qu'on ne doit pas traiter de la même manière, c'est-à-dire que immédiatement là, on doit avoir des exigences assez fortes, me semble-t-il, sur la question de la densité, la question des mutualisations de services et fonctionnalités, et sur la question du renouvellement. Là, il y a un très très gros travail à faire, qui va être un travail de dentelle, un travail de dialogue, d'acceptabilité, d'outils. Enfin voilà, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, on en reparlera peut-être. Voilà, merci. Je ne sais plus s'il y a encore une diapo. Je ne les ai plus sous les yeux, donc c'était la dernière, donc c'est parfait. Voilà. Merci, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation concrète du travail qu'on a pu réaliser à vos côtés sur Caen-la-Mer. Alors, peut-être que pour terminer, parce que l'heure avance, insister encore sur la mobilisation du foncier existant, puisque, enfin, vous l'avez abordé, c'est aussi une question qui nous remonte sur comment on peut travailler là-dessus. Alors, on est en train aussi, on a déjà réalisé une étude sur avec la communauté de communes du Vexin-Normand, hein, sur une zone d'activité qui converge totalement avec la présentation plus globale qu'a pu faire Emmanuel Renard, sur le fait que, effectivement, dans les zones d'activité, il reste de la place à travers des emprises qui sont très largement sous-utilisées, soit parce qu'elles sont fragiles et en difficulté, avec des mutations qui vont arriver, soit parce qu'elles sont encore libres et parce que le foncier qui avait été initialement acquis par l'industriel était bien plus grand que celui qui était nécessaire. Et puis, vous l'avez vu à travers la présentation qu'a fait Jean-Baptiste sur Peugeot, les entreprises ont tendance aussi sont dans un phénomène de diminution du foncier nécessaire à la production, avec une plus grande rationalisation et des process qui évoluent. Et on voit à travers un cas très concret que le développement et l'utilisation foncière dans les zones d'activité sont encore très largement inadaptés aux besoins actuels de l'offre et de la demande. Et donc, on va continuer à renforcer nos connaissances à travers des démarches qui sont en projet sur des aides avec la communauté de campagne de Caux, mais aussi, comme ne l'a pas dit Emmanuel Renard, je vais le rajouter ici, sur des zones d'activité de Caen-la-Mer sur lesquelles on va essayer de regarder quelles sont justement ces marges de manœuvre à retrouver sur le foncier des zones d'activité, et au regard du nombre d'activités importantes qui, effectivement, sont réparties sur les territoires normands, il y a sûrement là effectivement des marges importantes de retrouver de l'offre foncière, bien sûr avec un travail d'accompagnement important. Le point suivant, c'est qu'effectivement, on peut aussi s'interroger sur les zones commerciales, hein, qui sont aujourd'hui, sur lesquelles
le regard porté reste encore là aussi à accélérer et à adapter, puisque encore plus peut-être que les zones d'activité économique, elles sont pour beaucoup d'entre elles inadaptées aux enjeux de la transition écologique. Elles sont aussi, on est aussi face à des urgences en termes de transformation. On regarde de la manière dont évolue le commerce et la relation au commerce que nous pouvons avoir. Ce n'est pas l'objet de ce matin, mais on sait aussi que justement tout ce qui est les réseaux vont très fortement transformer cette zone d'activité, cette activité, et qu'on on a des requalifications importantes à imaginer. Et là aussi, on aura des démarches à regarder de près pour retrouver du foncier qui pourra, pour une partie d'entre aussi, être destiné à de l'activité économique, puisque on parle aussi de dispositifs plus systémiques, mais on est bien aussi dans une volonté de renforcer les centralités, ce qui passe, on ne l'a pas dit dans la présentation qui a été faite, mais par peut-être une plus grande rationalisation des usages et avec la volonté de ramener dans les centralités des activités qui s'en étaient éloignées. Alors, en termes de questions, peut-être Fabien, il y a peut-être d'autres questions qui ont été posées par les participants au webinaire sur lesquels on peut. Jean-Baptiste, je ne sais pas si il y a une question sur Mondraville, je pense, qui renvoie à une intervention de l'EPF sur le clos couvert dans le cadre du partenariat région. Je propose effectivement peut-être de prendre contact hors du webinaire. C'est une question effectivement technique sur est-ce qu'un opérateur privé peut venir au plan de financement. Je propose effectivement, c'est peut-être qu'on l'aborde. Nous avions également une question sur les zones d'activité économique, donc le sujet que nous venons d'aborder, notamment si l'EPF peut être partenaire sur l'optimisation du foncier, notamment en termes de densification de ces zones. C'est déjà effectivement des éléments issus de l'étude qu'on vient de vous présenter, mais plus globalement, on a d'autres démarches plus opérationnelles encore sur lesquelles on intervient sur ce foncier pour assurer des zones. N'hésitez pas, le cas échéant, à nous contacter, parce que ça faisait partie aussi des questions. Il y en a une question plus globale qui est faite sur comment fonctionne le fonds Friche. L'enjeu pour l'EPF, c'est d'être contacté le plus en amont possible. N'hésitez surtout pas à contacter soit contacter Jean-Baptiste Bisson ou Fabien Mancel pour évoquer ces sujets en amont de vos démarches pour qu'on puisse vous apporter, avoir une démarche avec vous, effectivement, un dialogue pour vous apporter l'accompagnement le plus pertinent au regard de vos besoins. Le temps étant beaucoup passé, je vous remercie encore de votre participation. On a un tout petit peu débordé, mais on tient vraiment à rester dans un format d'1 heure, donc 1 heure et quelques minutes. Nous vous en excusons encore et nous vous remercions de votre attention et nous vous invitons déjà à être attentifs à notre prochaine matinale qui devrait se tenir d'ici un trimestre sur plusieurs sujets sur lesquels nous sommes sollicités, mais on parlera peut-être 2 ans, on parlera peut-être de renaturation puisqu'on l'a abordé ici. Nous verrons effectivement ce qui peut faire l'objet de l'actualité, mais nous attendons, nous avancerons tout ça. Et encore merci pour votre participation ce matin. Bonne fin de semaine.